Alors maintenant, nous allons voir les trois manières de gagner en bourse, en faisant une petite comparaison avec l'immobilier. Donc, quand on achète un bien immobilier, on peut attendre qu'il se valorise et le revendre plus cher. Donc, si on fait le parallèle avec la bourse, ce serait quand on achète des actions, on peut attendre qu'elles se valorisent et les revendre plus cher. Avec l'immobilier, on peut aussi acheter un appartement, le conserver à vie et encaisser les loyers et on oublie complètement la valeur de l'appartement. On l'a acheté, on encaisse les loyers puis on attend. On peut faire exactement la même chose avec les actions. On peut acheter des actions, les conserver, on encaisse les dividendes et on oublie complètement le cours de l'action. On sait même pas, on s'y intéresse pas, on s'en fiche. Une autre façon de gagner dans l'immobilier, c'est d'acheter pas cher un appartement qui est de pourri, le revaloriser et le revendre plus cher. À supposer qu'il y ait quelqu'un qui soit intéressé à ce prix-là, évidemment. Et bien, d'une certaine façon, on peut faire la même chose avec des actions. On peut acheter des actions qui sont pas chères dans un marché en berne, attendre qu'un bon dirigeant les redresse et les revendre plus cher. Donc si le cours a augmenté en proportion, évidemment. Et on peut aussi acheter pas cher un appartement de qualité mais délaissé, attendre que les acheteurs s'y intéressent à nouveau et revendre plus cher. Et donc c'est pareil avec la bourse, on peut acheter pas cher des actions d'une société délaissée, attendre que le marché s'intéresse à nouveau à ces actions et revalorise les titres à leur vraie valeur, et les revendre donc plus cher qu'on ne les a achetés. Alors dans ces quatre cases que j'ai présentées, en fait, il y en a une qui présente un piège, c'est celui-ci. Quand on dit acheter un appartement, attendre qu'il se valorise et le revendre plus cher, ou alors pour des actions, quand on dit acheter des actions, attendre qu'elles se valorisent et les revendre plus cher. Rappelez-vous, nous avions vu qu'en dehors des introductions en bourse, la bourse c'était un marché de l'occasion, tout comme le marché de l'immobilier de l'ancien ou comme l'Argus Octo. Donc pour gagner, ce qu'il faut, c'est acheter donc soit le bien immobilier, soit des actions, moins cher que leur valeur intrinsèque. En fait, ce qu'on peut dire un peu, c'est que la plus-value, elle va se faire à l'achat. Si vous achetez comme ça au pif, que ce soit un bien immobilier ou des actions en bourse, a priori, vous allez pouvoir les revendre plus cher. Parce que la tendance très long terme sur l'immobilier ou comme la bourse, elle est toujours haussière. Mais bon, des fois, le très long terme, ça peut être très très long. Et donc, on a vu des cas où la bourse, pendant 20 ans, elle ne fait pas grand-chose. Donc, vous avez tout intérêt à faire comme vous le feriez, par exemple, quand vous achetez une automobile d'occasion. Eh ben, vous vérifiez la qualité de celle-ci et vous essayez d'en obtenir un bon prix. Donc, c'est un peu la même chose en bourse. Quand vous allez acheter une action, vous allez vérifier que l'action, enfin que la société est bien gérée et qu'elle n'est pas trop de mauvaise qualité, et vous allez attendre en fait que le cours de l'action soit à un prix intéressant et pas acheter comme ça complètement au hasard. Alors il y a un marketing assez important sur les marchés boursiers. Donc si on lit les reportings des maisons de gestion, donc on peut lire des mots comme stratégie top-down, global macro, bottom-up, long short, 80-20, performance absolue, market neutral, indiciel, valeur croissance comportementale, fonds de fonds. Donc il y a plein de termes plus ou moins compliqués et qui reflètent, enfin qui veulent dire quelque chose mais pas forcément très très pertinent. Et là, je vais vous le montrer avec cette phrase que j'ai pris dans un rapport de gestion d'un fonds action. Et donc l'objectif de ce fonds, c'était d'isoler la surperformance de notre sélection de valeurs par rapport aux indices. Bon, je sais pas trop ce que ça veut dire. Donc ce qui est sûr, c'est que là, on voit l'évolution du fonds. Donc ça, c'était l'objectif. L'objectif, c'était cette ligne droite, et ça, c'est la performance du fonds. Donc c'est bien beau de mettre sur le prospectus ou dans le rapport de gestion des phrases incompréhensibles qui font joli, si après la performance elle est celle qu'on voit à l'écran. En fait, l'industrie des fonds de placement a créé beaucoup de baratins, simplement pour capter l'argent des souscripteurs et les commissions qui vont avec. Donc attention au piège. Et pour bien vous montrer que ça peut être très rentable en fait d'être une maison de gestion et de gérer les actions des clients, même si on a des mauvaises performances. Là, je vous montre un fonds, bon, je ne vous donnerai pas le nom. Donc, vous voyez là, il a été la valeur de départ c'est 100, donc on est monté à 243, enfin voilà, un peu moins, et ça s'est complètement écroulé ensuite. Donc ce qui fait que même si vous aviez souscrit à ce fonds avant 2005, donc à la valeur 100, ici donc vous auriez peut-être 20
Donc vous auriez perdu 80% de la valeur des parts que vous avez souscrites. Par contre, ici, vous voyez les comptes de la maison de gestion qui gère ce fonds et quelques autres. Tous n'ont pas une performance aussi médiocre, mais bon. En tous les cas, ce que vous voyez, c'est que pendant que la maison de gestion, elle vous faisait perdre de l'argent à travers la gestion de ce fonds-là, elle a toujours été bénéficiaire. Donc on voit là en 2006, 6 millions de bénéfices, en 2008, 840 000, et en 2009, 4 millions. Et donc là, 6 millions de bénéfices pour 31 personnes, je peux vous dire que c'est des très bons ratios par rapport à une entreprise industrielle. Donc bon, la maison de gestion, elle gagne tout le temps, entre guillemets. Donc en fait, si je suis un peu revanchard, c'est parce que ce type de marketing là, ça m'énerve. Et d'autre part, si je mets en exergue ce fonds, c'est parce qu'il y avait une commission de surperformance. Et donc même si la société a fait perdre beaucoup d'argent à ses clients dans cette période-là, ici elle a eu une commission de surperformance très très élevée. Donc c'est pour ça que je lui en veux un peu. Donc maintenant rentrons dans le détail. On oublie le marketing et les termes un petit peu et les termes donc qui font peur, et on va voir les trois manières de gagner en bourse. Donc il y a une première manière qui est tout simple, que j'ai déjà un peu décrite, qui est d'acheter une action moins chère que sa valeur intrinsèque. Et ensuite d'attendre qu'elle retrouve la faveur du marché et de la revendre quand le cours se rapproche de sa valeur intrinsèque. Donc par exemple, je prends Cisco Systems, donc il y a quelques jours, son cours était de 15 $. Si j'estime que la valeur intrinsèque de Cisco c'est 22 $, j'achète. Donc j'achète à 15, j'attends qu'elle remonte à 22, et je vends et je fais une plus-value de 70%. Et donc ça, cette méthode d'investissement, on appelle ça l'analyse fondamentale. L'idée c'est d'analyser les comptes de l'entreprise, entre autres, pour en déterminer la valeur intrinsèque. Et donc si le cours est inférieur à la valeur intrinsèque, enfin suffisamment inférieur à la valeur intrinsèque, j'achète. Si le cours était supérieur, ça sert à rien d'acheter, ça veut dire que l'action est survalorisée. Donc toute la difficulté est d'arriver à la calculer et d'en être sûr de cette valeur intrinsèque. Alors une deuxième méthode, c'est simplement de suivre la tendance. Parce qu'avec l'analyse fondamentale, même si j'ai raison sur Cisco Systems, si le marché est capricieux, ou même aussi si mon évaluation de 22 $ est fausse, la valeur peut rester sous-évaluée pendant des mois ou des années. Donc c'est bien beau d'avoir raison, on n'en est jamais sûr, mais bon, même si j'avais raison et que Cisco valait 22, mais que pendant 10 ans, je suis tout seul à le savoir, entre guillemets, et que le marché la price à 15, moi pendant 10 ans, je fais aucune plus-value. Donc du coup, il y en a qui disent, l'analyse fondamentale, c'est pas terrible. Finalement, pourquoi ne pas simplement suivre la tendance? Et donc ça, on appelle ça l'analyse technique. Et donc on voit un très bon exemple ici avec British American Tobacco. Donc là, ça fait des années qu'on dit que le tabac, c'est complètement out. Mais ici, on voit sur le graphique que ceux qui ont investi dans British American Tobacco en 2008, là, en 2011, ils font une jolie plus-value. Donc on pourrait imaginer, là, d'avoir acheté, par exemple, ici, juste pour suivre la tendance. Et en fait, sans avoir analysé aucunement les comptes de la société, juste en suivant la tendance. Alors, le problème, évidemment, c'est toujours plus évident de voir la tendance une fois que c'est déjà arrivé. Donc la question, c'est comment détecter les tendances. Et enfin, donc il y a une troisième option, qu'on peut appeler ça la stratégie patrimoniale passive. C'est simplement de construire progressivement un portefeuille diversifié d'actions de qualité et qui vont verser des dividendes pérennes. Donc ça peut être en France par exemple comme Total, Sanofi, aux États-Unis Coca-Cola ou Vodafone en Angleterre. Donc tout ça c'est des actions de qualité. Donc l'idée c'est de se construire un portefeuille diversifié. Donc on va pas acheter par exemple Coca-Cola et Pepsi-Cola, vu que ce sont des valeurs qui sont assez proches sectoriellement. Mais par exemple une valeur de l'énergie comme Total, une valeur de la santé comme Sanofi, une valeur des télécoms comme Vodafone, etc. Et on construit un portefeuille diversifié d'actions. Ensuite, on considère que chaque action, c'est un peu comme un appartement. Donc l'appartement, lui, verse un loyer chaque mois, et les actions, elles vont verser un dividende chaque année, chaque semestre ou chaque trimestre.
À chaque fois, on réinvestit systématiquement les dividendes et quand il y a des baisses de marché, on en profite pour renforcer. Donc là, les problèmes de cette approche, ça va être comment être sûr que son portefeuille est suffisamment diversifié et comment choisir des entreprises qui ont des dividendes pérennes. Voilà, donc globalement, il y a trois façons de gagner en bourse. Donc soit via l'analyse fondamentale, avec le problème qu'on avait levé, comment calculer la valeur intrinsèque, soit via l'analyse technique, avec le problème comment détecter les tendances, ou soit avec une stratégie passive. Et là, les deux problèmes étaient comment être sûr de la diversification de son portefeuille et comment sélectionner des entreprises de qualité aux dividendes pérennes. Alors si vous souhaitez en savoir plus, vous pouvez nous rejoindre sur le site devenir-rentier.fr. C'est gratuit, il y a plein de discussions de qualité sur la bourse, mais aussi d'autres investissements comme l'immobilier ou les matières premières, etc. Alors à bientôt.